Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Madame la présidente du réseau Mutel, cher Dominique, Madame l'adjointe au maire de Dijon en charge de la délégation petite enfance, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes, Madame l'ambassadrice Mutel en Bourgogne-Franche-Comté, chère Marie-Thérèse, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que la mutualité en Bourgogne-Franche-Comté s'associe, et ce tout au long du mois de mars, à cette programmation de webconférences organisée en partenariat avec les villes de Dijon et Longwy, l'AMGEN, Elle à Dijon, les entrepreneureuses ainsi que le réseau Mutel. Ces webconférences ont pour point de départ la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars et ce rendez-vous annuel ô combien important permet de mesurer, j'allais dire, le chemin restant à parcourir pour réaliser pleinement les droits des femmes et leur participation, bien évidemment, au processus à la fois politique et économique. Le débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes occupe aujourd'hui une place importante dans notre société. Et si la France a su cheminer sur cette voie de l'égalité grâce à des avancées législatives majeures, les faits, malheureusement, restent têtus et les inégalités perdurent. Dans le monde professionnel, notamment, les entreprises doivent être vectrices de progrès. Il est essentiel qu'elles continuent à ériger l'égalité femmes-hommes en valeur cardinale de leurs pratiques managériales. Comme le disait Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, la parité, ce n'est pas la charité. Il s'agit au contraire d'un enjeu de justice sociale ainsi que d'un atout compétitif que la double crise à la fois sanitaire et économique que nous traversons ne doit pas faire passer au second plan. Le monde mutualiste auquel j'appartiens n'échappe pas aux inégalités femmes-hommes. 76% de femmes, 24% d'hommes, tels sont les effectifs de la mutualité. Et si un cadre sur deux est une femme, seuls 33% d'entre elles accèdent à des postes de dirigeantes et seulement 29% sont représentés dans les instances. Il est donc temps de briser ce que l'on appelle communément le plafond de verre et plus que jamais, il faut continuer à travailler sur les stéréotypes de genre, sur les métiers dits féminins ou masculins, également sur l'autocensure des femmes. Et cette égalité entre les femmes et les hommes est au cœur de nos valeurs mutualistes. Mais il faut passer là encore d'une égalité des droits à une égalité réelle. Nos organismes, dans toute leur diversité, doivent poursuivre leurs efforts, car ils ont un devoir d'exemplarité et se doivent d'œuvrer dans le développement d'une société plus juste, inclusive et durable. Il nous appartient donc de favoriser la mixité qui participe aux bons résultats stratégiques et économiques des organisations. Elle constitue, cette mixité, également le levier le plus fort pour engager et réussir le changement, car elles permettent un élargissement des points de vue et favorisent la créativité. Alors pour cette webconférence, je tiens à remercier chaleureusement Dominique Joseph, secrétaire générale de la Mutualité française, présidente de Mutel, Mutel, le réseau des femmes en mutualité, et également vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité au Conseil économique, social et environnemental. Un grand merci donc Dominique d'avoir répondu à notre invitation. Alors Dominique est venu nous présenter l'avis qui a été adopté ce mercredi au CESE suite à une autosaisine de ce dernier pour analyser l'impact de la crise sanitaire sur la situation des femmes en France. Cet avis, je tiens à le souligner, a été adopté avec une très large majorité de 150 voix et comporte quelques 18 préconisations, mais Dominique aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. La pandémie que nous traversons a d'ores et déjà impacté significativement toutes les sphères de notre vie, que ce soit l'organisation du travail, la répartition des tâches domestiques, les relations familiales et amicales, santé, culture, accès aux biens et aux services et encore bien d'autres. Pour les femmes, elle a été un révélateur de la charge mentale qui est la leur, notamment durant ces périodes de confinement, où il a fallu concilier à la fois vie professionnelle et vie de famille, mais également subir et faire face aux
violences conjugales, sexistes et sexuelles dont elles sont trop souvent la cible. Alors, après cette rapide introduction, et sans plus tarder, je vais céder la parole à Marie-Thérèse Pugliese, qui porte avec dynamisme le réseau mutuel en région. Donc, je te laisse la parole immédiatement, Marie. Merci Bruno, bonjour à toutes et tous. Je me joins à tous ces remerciements. Je suis extrêmement heureuse et fière qu'on puisse recevoir ce matin Dominique Joseph, la présidente de Mutel. Alors, j'ai la promesse d'un petit déjeuner Mutel prochainement. Je le dis ouvertement et publiquement, Dominique, tu ne pourras pas te défiler. Et donc, il va falloir qu'on l'organise parce que pour tout notre réseau, je pense que ce serait vraiment une belle chose que de mettre un visage à côté d'un nom que je cite très régulièrement. Donc voilà, très fière de cette 8e conférence co-organisée avec la ville de Dijon et différentes associations, et très fière de saluer aujourd'hui la présence de personnalités qui, dès la première heure, m'ont fait confiance quand je suis arrivée en Bourgogne-Franche-Comté. Donc Laetitia Martinez, vice-présidente dans la région Égalité Hommes-Femmes, entre autres, et vie associative, pour faire court. Éric Alauzet, député. Oui, il y a des messieurs ce matin, et Éric, je n'oublie pas que dès mon arrivée à Besançon, nous avons pu co-organiser un certain nombre de choses. Yolène de Courson, députée, et qui aussi nous a ouvert ses portes. Et puis, je salue aussi la présence de notre ANCR, administrateur national chargé de région, Renaud de Villers, qui est là aussi. Donc, heureuse, monsieur de Villers, que vous soyez là aussi. Et Tatiana Desmarais, qui est non seulement déléguée et directrice MGN, mais aussi, surtout, présidente de la CRES. Et un petit salut amical à Annick Amiard et Monique Auger, qui sont administratrices de la mutualité et voilà, qui sont aussi des fidèles de Mutel. Donc merci à toutes et tous, et sans plus tarder, je vais passer la parole à Kildine Bataille, maire adjointe égalité hommes-femmes et petite enfance, avec qui nous avons co-organisé tout ce mois des droits des femmes. Merci Kildine. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous, Madame la secrétaire générale, Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice Mutel, chère Marie, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chère Yolène, Madame la présidente de la CRES, c'est avec une immense gratitude et un immense plaisir évidemment que j'assiste aujourd'hui en ma qualité d'adjointe au maire à la présentation de l'avis adopté donc mercredi, comme l'a dit Monsieur le Président, au CESE à une large majorité sur les inégalités de genre et la crise sanitaire. Cette conférence s'inscrit, Marie vous l'a dit, dans un cycle que nous avons initié avec la Mutualité française, la NGEN et des associations depuis le début du mois de mars. Vos préconisations, Madame la secrétaire générale, sont essentielles pour poursuivre le combat pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de notre vie en société. Elles me sont essentielles en tant qu'élue locale pour déployer une véritable approche intégrée de l'égalité dans ma ville, Dijon. Le chemin est encore long, rien n'est encore acquis, et quand on n'avance pas sur ce long chemin de l'égalité, on recule. Donc, merci encore à vous et bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc, Dominique, je vais bien évidemment te laisser la parole pour refaire la présentation de l'avis que tu as déjà fait ce mercredi au sein du CESE. Et j'en profite vers tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas, pendant le temps d'intervention de Dominique Joseph, de commencer à poser vos questions, puisque bien évidemment, il y aura un temps d'échange, et je pense que c'est là le principal, qu'on puisse échanger toutes et tous ensemble. Donc, n'hésitez pas, au fil de la discussion de Dominique, à commencer à poser vos questions qui lui seront restituées suite à son intervention. Voilà, Dominique, encore un grand merci pour ta présence, comme d'habitude, et je te laisse la parole. Merci Bruno, Monsieur le Président, merci Bruno, merci Marie-Thérèse et merci Madame Bataille de m'avoir conviée, je vais le dire collectivement, à présenter, à participer à cette matinale, donc qui s'inscrit dans un mois essentiel, le mois de mars, alors avec une journée le 8 mars qui est la journée des droits des femmes et surtout pas la journée de la femme comme on le voit trop souvent, et ce qui me met
là en colère, et je l'exprime généralement, mais ce qui est aussi un signe fort que l'égalité, ce droit qui est l'égalité femmes-hommes, c'est pas complètement acquis. Quand ça se réduit à la journée de la femme, c'est bien, et vous l'avez dit, Madame Bataille, ça démontre tout le chemin qu'il nous reste à parcourir, et surtout, il ne faut rien lâcher. Quand il y a juste quelque chose un point qui ne va pas dans le sens de celui du droit, de l'accès à un droit, et donc à un accès aussi à la dignité des personnes et à la dignité des femmes, je pense que nous sommes légitimes à nous, je veux dire, à le relever et à le faire remarquer. Donc merci de m'avoir convié. Alors moi je suis à la fois, je vais vous le dire très sincèrement, honorée, mais surtout très heureuse parce que je me sens, voilà, je suis en famille. Je vois bien le nom, je dis la famille, bien sûr, mutualité, mais aussi une sous-famille, une branche. Et quand je vois la présence d'Annick, la présence de Monique, la tienne, bien entendu, Bruno, ça me fait chaud au cœur puisque c'est, je dirais aussi dans cette famille que j'ai puisé j'ai puisé mon énergie, ou je puise encore mon énergie pour, je dirais, cette cause. Et pour défendre ce droit. Donc merci. Moi je suis très très impressionnée par, je dirais, le nombre de participants et puis aussi par la participation, je veux dire, de députés. Et je suis aussi heureuse que des hommes soient porteurs de cette de la défense de ce droit et soient des porte-parole du droit à l'égalité femmes-hommes, parce que je me suis toujours inscrite dans cette je dirais sur cette cause en disant ce n'est pas contre les hommes, mais c'est avec les hommes qu'on peut faire progresser ce militantisme pour le droit des femmes-hommes, et au bout du bout, en fait, c'est faire progresser notre société. Donc merci à vous d'être là. Et puis voilà, simplement dire que c'est en pleine actualité, puisque comme tu le disais, Bruno, mercredi, j'ai eu, j'allais dire, l'honneur, là, au nom de la délégation des droits des femmes et à l'égalité au CESE, de co-rapporter cet avis. Alors, cet avis, 18 préconisations, je ne vais pas toutes vous les citer parce que ça serait un peu trop long, mais j'y reviendrai peut-être dans le débat. Simplement vous dire que cet avis, il est… Alors déjà, un avis au CESE de la délégation des droits des femmes, c'est exceptionnel. Normalement, la délégation des droits des femmes au CESE ne porte que des rapports et études. Et nous avons milité au sein du CESE pour, avec ma co-rapporteure Olga Trotsansky, avec les présidentes de la délégation, eh bien, pour qu'on puisse déposer un avis, parce qu'un avis, eh bien, on le communique largement, et dans un avis, on fait des préconisations. Donc ça, ça a été un petit combat gagné, et je dois dire qu'on en est assez fiers, et en tous les cas, on espère qu'il y aura une suite à cet avis et aux préconisations, et aujourd'hui en est un des premiers rendez-vous. Alors, la crise révélatrice d'inégalité, vous le voyez sur le diaporama, voilà, nous on a souhaité démontrer que c'était un phénomène systémique, et surtout révélatrice d'inégalités, mais d'inégalités qui étaient déjà présentes, et ça a été au-delà de une crise révélatrice d'inégalités, ça a amplifié les inégalités. Et ça a amplifié des situations, je vais y revenir, dont on ne peut pas aujourd'hui, premièrement, les taire, et pour lesquelles il nous faut trouver des solutions. Et puis c'est un phénomène systémique. On a beaucoup insisté sur un phénomène systémique et global. Alors, ça a touché, tu l'as dit, Bruno, quatre domaines: le santé et bien-être, l'articulation des temps de vie, la question économique et sociale, et je dirais qu'on n'en voit que le début. J'ai une intime conviction que ce n'est que le début je dirais de l'analyse des conséquences de cette crise sur le plan économique et social. Et puis nous avons souhaité aussi mettre en exergue, alors un paradoxe, c'était celui de l'implication des femmes dans la gestion de la crise, mais j'y reviendrai. Alors si on voulait avancer sur la santé et le bien-être, on a dans notre axe
quatre points qu'on a mis en exergue. C'est premièrement celui, et on va y passer très vite, le renoncement aux soins. On a voulu aussi aborder la santé mentale, les violences faites aux femmes et l'accès aux droits sexuels et reproductifs. C'est d'ailleurs dans cet axe qu'il y a le plus de préconisations. Alors, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas d'influence de ma part, mais en tous les cas, c'est une réalité qui a été partagée. Mais c'est vrai qu'en mutualité, nous sommes très, très vigilants depuis historiquement sur ces questions-là. Alors, sur le renoncement aux soins, merci Sabrina, si tu veux avancer. Voilà, vous voyez les chiffres et derrière ces chiffres-là, ces données-là. Simplement dire que là, c'est le révélateur d'inégalité. Je le disais tout à l'heure, bien sûr, les hommes ont été touchés puisque 53% des hommes ont dû renoncer à un acte médical, mais les femmes, elles ont été à 64% à avoir renoncé à un acte médical. Je ne vais pas plus loin dans les chiffres, mais derrière ce renoncement, il y a aussi une incidence pas neutre, c'est celle du renoncement à l'accès aux soins obligatoire ou voulu. Hein. Là, il faut être très prudent, mais bien sûr, les services étaient fermés, mais il y a aussi eu la peur, l'anxiété, et puis peut-être pas le temps pour certaines femmes, et surtout pas le temps de continuer à s'occuper des soins pédiatriques. Et on a aussi un effet de renoncement aux soins pédiatriques, mais voilà, d'où notre proposition qui est celle de la mise en place, à l'instar du plan de relance économique, un plan de relance national de prévention et de retour aux soins, et puis avec une attention particulière, comme c'est écrit, aux femmes. Et dans cette communauté des femmes, on insiste particulièrement sur les familles monoparentales, puisque majoritairement ce sont des femmes, donc et forcément avec enfants, les femmes en situation de handicap, les femmes précaires, celles qui sont à la rue, les migrantes, et on a là tout un champ pour faire élaborer ce plan national de relance, de prévention et de retour aux soins. On l'entend dans les politiques publiques, c'est un sujet, c'est une question, mais il va nous falloir insister pour le faire, élaborer et le mettre en place. Deuxième sujet, une incidente de la fermeture pendant le premier confinement de certains services ou d'une non-disponibilité du personnel, c'est l'augmentation, c'est un recul sur l'accès aux droits sexuels reproductifs pendant le confinement. Vous le voyez mentionné, tout ça est un chaînage et des chiffres à date. Nous allons continuer notre vigilance et notre évaluation. C'est 320% d'augmentation de signalement de difficultés liées à l'IVG ou à la contraception. Alors, dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, le délai limite pour pouvoir procéder à un IVG a été rallongé. Il y a eu la suspension dans le cadre du délai de la clause de conscience pour les médecins, et il y a eu aussi l'accès a été facilité à la contraception, mais aussi à l'IVG médicamenteuse. Et donc, tout ça, ces dispositifs-là, nous proposons de les maintenir et de les pérenniser, de les pérenniser dans le temps, et qu'il n'y ait pas, après notre crise, un retour en arrière. Ensuite, si on veut avancer, merci Sabrina, dans cet axe, la santé mentale. Alors, dans la santé mentale, et je vais y revenir juste après, mais c'est vrai que l'anxiété chez les femmes, vous voyez le chiffre, 25,6% de femmes ont répondu, parce que ça c'est suite à une enquête, ont répondu qu'elles souffraient, elles ressentaient une anxiété très forte pendant cette période de confinement. Je le redis, toute la population le ressent. Mais on va un peu plus loin, 25,6% des femmes le déclarent contre 19,4% des hommes. Alors, tout ça, les facteurs, ils sont nombreux. C'est toute cette notion d'insécurité. Alors, l'insécurité, c'est sur l'avenir économique, sur l'avenir social, sur
l'insécurité ou l'inquiétude forte sur l'état de santé, bien sûr, en période de crise sanitaire, c'est légitime, et c'est aussi une insécurité ou une expression, et j'y reviendrai dans le troisième axe, qui est sur l'avenir. Et cette insécurité auquel il nous faut rajouter tout ce qui relève, je dirais, de ce qu'on appelle le cumul des contraintes ou le cumul je dirais, de ce qui génère cette insécurité, eh bien, nous donne ces chiffres-là. Alors, vous le savez, puisque sur cette question, on a demandé, nous, dans nos préconisations, eh bien, là, on a une temporalité. Enfin, on a sur un sujet qui est celui de la santé mentale, un retour, je veux dire, un croisement dans la temporalité, puisqu'on a demandé et on demande de façon très large qu'en ce qui concerne la santé mentale, elle soit abordée de façon transversale, qu'on sorte du seul créneau de la psychiatrie pour aller vers tous les troubles mentaux, et en parlant de santé mentale, avec une reconnaissance. Alors là, on a mentionné de façon raccourcie par l'assurance maladie obligatoire, les complémentaires santé, mais on dit aussi par tous les professionnels. Parce que si vous lisez notre rapport, dans le constat, c'est de décloisonner l'approche de la prise en charge de la santé mentale, de l'approcher par la notion de personne, par la notion de parcours, par la notion de prise en charge, et on inclut les aidants et les accompagnants dans cette nécessaire prise en charge. Et je parlais de temporalité, puis là, c'est vrai que la Mutualité française, avec les deux autres familles de complémentaires, a avancé pour faire une proposition de prise en charge des consultations de psychologues, parce que c'est vrai que l'accès, la défense qui est la nôtre, celle de l'égal accès aux soins pour tous, en termes de prise en charge de santé mentale, on est loin d'y être. À partir du moment où les psychologues, par exemple, les visites psychologues ne sont pas prises en charge, là, il y a ceux qui peuvent payer, ceux qui ne peuvent pas payer. Il y a aussi des questions d'orientation. Je ne vais pas plus loin parce que je pourrais être très longue sur ce sujet, mais voilà ce qu'on a proposé, et je pense qu'il y en a là déjà un premier écho sur cette question de la santé mentale. Ensuite, là aussi, les violences intrafamiliales, un vrai sujet. Une réalité en amont de la crise, on ne l'ignore pas, mais une augmentation, vous le voyez, 42% des signalements, 42% des interventions des forces de l'ordre à domicile. Alors, à reconnaître que depuis nombre d'années, la mobilisation sur la prise en compte des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes, je veux dire, là, il y a eu des avancées. C'est-à-dire une attention particulière, et dès le début du confinement, il faut le noter, des forces de l'ordre, la justice qui a été alertée sur cette attention particulière. Et au-delà, c'est donc d'avoir et de poursuivre les efforts dans ce domaine-là, et avec un focus particulier. Parce que pour nous, les violences faites intrafamiliales, les violences faites aux femmes, on a un focus plutôt sur les personnes mariées, les personnes en couple, mais on oublie souvent les LGBTQI+, les jeunes hommes homosexuels, qui ont vraiment, là, ça a été un vrai révélateur. J'ai pas le temps de développer, mais ça serait, je pense, passionnant en termes de prise de conscience. Et puis aussi des jeunes femmes, c'est-à-dire que des jeunes femmes en couple, dans les stéréotypes, c'est pour elles, on a écouté, on a entendu, on a auditionné des associations de jeunes femmes pour lesquelles, à 18 ans, c'est normal que son conjoint, qui a un an de plus ou le même âge, eh bien, il soit violent. Et donc, on voit bien qu'on a là un travail à étendre et une prise de conscience à développer. Alors, si on avance sur les autres axes, alors il y a d'autres propositions dans l'axe 1, mais on pourra y revenir. Et c'est lié à ce que je vous disais sur la santé mentale, c'est le risque de burn-out domestique et parental. C'est vrai que les femmes, elles nous ont avoué, les associations de femmes qu'on a auditionnées au CESE, elles nous ont dit que le syndrome, alors on appelle ça le syndrome de la bonne mère de famille. Moi, je dis aussi un syndrome qu'on connaît bien quand on s'engage dans la défense de l'égalité d'accès
des droits femmes-hommes, c'est le syndrome de la jeune fille bonne étudiante, bonne mère, bonne épouse, bonne fille aussi, parce qu'avec la prise en charge des parents, enfin voilà, il faut être excellente partout. Et cette excellence partout, ou ce besoin, ou ce sentiment de besoin d'excellence dans tous les domaines, avec le confinement, quand il a fallu ajouter l'école à la maison, ajouter la gestion des tâches, je dirais, quotidiennes, y compris le repas du midi, les prévisions du repas du midi, des courses, quand il a fallu ajouter également le télétravail, vous imaginez, et avec des conditions de télétravail où les femmes avouent qu'elles avaient moins d'espace que les hommes pour télétravailler, eh bien c'est là un sujet qui nous a, qui nous conduit à en faire, à amener des préconisations dans ce domaine-là. Alors, j'allais dire, il y en a plusieurs préconisations. Moi, j'appelle votre attention là-dessus. On a mis le focus sur le télétravail, mais il y a aussi toutes les femmes qui ont dû gérer tout ça, ce que je viens de vous dire, y compris l'école à la maison, alors qu'elles ne pouvaient pas télétravailler. Et moi, j'ai toujours une pensée forte pour ces femmes, en première de cordée aussi, les femmes de ménage, les femmes qui sont dans les grandes surfaces, celles qui ne peuvent pas télétravailler et ont ces obligations. Alors, on a là, bien sûr, plusieurs propositions. C'est celles qui visent à revaloriser à prendre en compte les effets du télétravail. Je vous parlais des conditions, là, à l'instant, j'étais un peu vite sur le nombre de femmes, vous le voyez. Et puis, on a aussi ces femmes-là dont je vous parlais, moi, sur lesquelles je suis particulièrement vigilante, parce qu'on en voit tous les jours, on en croise tous les jours. Regardez, on en croise tous les jours. 1,5 million de personnes qui sont dans l'impossibilité de travailler et sans possibilité de garde des enfants. Quand on rajoute les fermetures d'accueil, les fermetures des écoles et l'impossibilité d'avoir des accueils à horaires atypiques, eh bien, avec d'ailleurs une prise en charge de la prestation complément de libre choix du mode de garde, et qui est bien sûr, il y a une aide pour les enfants jusqu'à 6 ans. On demande par exemple, et on préconise de l'étendre jusqu'aux 10 ans de l'enfant, ce qui nous semble être un accompagnement, mais nous avons à avancer. Et puis, sur tout ce qui est télétravail, c'est les analyses genrées. Je crois que tout au long de notre avis, de notre étude, du travail sur notre avis avec Olga, ce sont les données genrées. La culture des données genrées, parce qu'on a eu des difficultés à avoir des chiffres, y compris côté des pouvoirs publics, mais cette culture de la donnée genrée, pour pouvoir anticiper et évaluer, anticiper et trouver les correcteurs, eh bien ça nous semble, ça traverse tous les domaines. On l'a mis en exergue sur les conditions de télétravail et nous demandons et nous préconisons que dans l'organisation du temps de travail, dans les entreprises partout, eh bien il y ait au préalable une analyse des effets du télétravail, des dispositifs prévus de mise en place de télétravail, effets sur les femmes. Voilà, ça, bien sûr, sur l'ensemble des salariés, mais avec un focus femme. La prestation de libre choix, je vous en ai parlé. On peut donc avancer sur l'axe suivant. Tout est lié, vous le comprenez. On a scindé notre rapport avec des axes, mais tout est dans tout. Et puis, donc, des femmes plus exposées à la précarité. Alors, sur l'exposition à la précarité, pour nous, c'est un vrai, comme tout, bien entendu, mais avec Olga, avec tous les membres de la délégation, et donc, j'allais dire, avec tous ceux qui ont voté ce rapport, c'est une vraie problématique, bien entendu. Il y a eu déjà au CESE des rapports, d'ailleurs, sur la précarité. Comme par hasard, c'était aussi un mutualiste qui avait porté ce rapport, Stéphane Junique. Mais voyez, voilà, c'est aussi notre regard, comme d'autres, sur cette question est très, très poussé. Et là, on a vraiment, sur la précarité, on a plusieurs sujets. Pour la précarité, on a une réalité qui est celle d'une augmentation de la précarité. Par rapport à la période avant confinement, puisque on a aujourd'hui, et ça c'est une révélation qui est portée aussi par ATD Quart Monde, c'est que eh bien on avait
avant la crise, 60% des femmes, 60% des bénéficiaires du RSA sont des femmes. 70% des aides alimentaires sont des femmes, et c'est en cours, ça augmente. Et on a aussi là un focus jeune. On n'oublie pas que la question des jeunes est, j'allais dire, transverse à toute cette question des effets de la crise. Et sur la précarité, eh bien, on va connaître une augmentation de 9% de la précarité, alors qu'avant la crise, en 2019, c'était une baisse de 2,6% de la précarité. Donc, on voit bien que là, non seulement on n'a j'allais dire, tous les acquis, si je peux dire ça comme ça, je mets des guillemets, vous voyez ma main, eh bien, sont tombés, mais l'augmentation de la précarité est un vrai sujet. Et là-dessus, on a plusieurs propositions. Celle que l'on a mise en avant, c'est, là, vous le voyez, une précarité pour le logement, puisque les femmes locataires n'ont pas pu payer leur logement. Elles ont éprouvé pour la première fois, les femmes locataires, 30% d'entre elles, une impossibilité à payer leur loyer. Et dans le cadre de ce premier confinement, et donc au-delà de la seule crise, sur la question de l'accès à logement, dont on sait que c'est un des piliers du, entre guillemets, du vivre mieux pour ces personnes-là, ou du bien vivre, puisqu'on sait que toutes les incidences en termes de santé, en termes aussi de dignité, eh bien, ce qu'on propose, c'est la mise en place d'un fonds mutualisé national de garantie locative pour les plus vulnérables, qui prendrait le dépôt de garantie, qui prendrait une forme de la caution locative. Alors, la mutualisée nationale, parce qu'il y a des expériences, je pense que vous en avez peut-être en Bourgogne-Franche-Comté, il me semble-t-il, mais en tous les cas, c'est une généralisation qu'on demande parce que ça ne peut pas relever que des seules expériences. Et puis, un deuxième sujet qu'on a mis en exergue, c'est surtout les métiers du care, ces métiers du lien, de l'accompagnement, du prendre soin. Eh bien, un besoin, comme j'ai dit devant le CESE, il y a un an, on les applaudissait. Aujourd'hui, ne les oublions pas. Et moi, j'y associe au-delà du métier du care toutes les femmes dont je vous ai parlé, celles voilà, qui sont au front, ces fameuses, ces premières de cordée qu'on a, voilà, j'ai un petit ressenti aujourd'hui un petit creux, enfin, ça me creuse, enfin, ça me serre un petit peu la gorge parce qu'on ne les voit plus. Elles étaient invisibles. La crise, le premier confinement, bien sûr, un élan de générosité qui est formidable, a conduit à les applaudir. Mais là, on était plutôt sur les personnels de soins, mais à applaudir. Et aujourd'hui, attention à ne pas les oublier. Et c'est vrai que là, on demande une conférence salariale. Alors, bien sûr, là-dessus, on a le portage des confédérations syndicales. Je vous dirais que chez les employeurs, c'est pas encore complètement acquis pour une revalorisation de ces métiers et surtout pour l'ensemble des métiers, c'est d'avoir un principe de base qui est celui, bien sûr, la ministre, Madame Moreno, qui était là au CESE mercredi, nous a bien fait remarquer qu'il y avait eu l'accompagnement dans le cadre du Ségur de la santé. On lui a simplement dit que ça ne pouvait pas être que plus 150 ou 200 euros par mois, mais qu'il y avait une vraie notion de valorisation et de reconnaissance des métiers. Ça va au-delà, donc c'est de la classification avec une valeur qui est celle salaire égal à travail de valeur égale. Bien sûr, ça emporte ces métiers du care, ça emporte les métiers du care, mais ça doit emporter d'autres métiers. Cette notion où on n'est pas uniquement sur, je dirais, parce que là, il y a vraiment de très, très fortes disparités. Et ces notions de valeur égale, ça peut aussi l'emporter pour la tech, pour tous les nouveaux métiers. Cette transition dans les métiers sur lesquels, eh bien, on préconise aussi, on ne l'a pas mis, mais cette notion d'anticipation, de préparation, de formation professionnelle et de reconversion professionnelle. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Dans cet axe aussi, pour que vous compreniez pourquoi il n'a pas eu l'unanimité au CESE sur cet avis, c'est qu'on propose aussi le revenu minimum, le RMSG, pour les jeunes
jusqu'à 25 ans. Et là, c'est pas encore acquis, hein. Je dois vous le dire, c'est un des points parce qu'on y embarque bien entendu les jeunes femmes. On est tout à fait conscient qu'il faut des plans, qu'il faut des parcours professionnels, des parcours d'insertion, mais on a quand même un vrai problème de là aussi de reconnaissance de la dignité de nos jeunes pour lesquels on doit apporter des réponses mutualisées. Sur l'emploi, eh bien, je vous parlais à l'instant, excusez-moi Sabrina, c'est pas, je suis un petit peu emballée sur les préconisations, mais j'étais un petit peu vite, mais c'est ces efforts de formation et de reconversion, je vous en ai parlé. On a là des stéréotypes de genre très très forts, déjà en général. Voilà, les stéréotypes de genre, c'est que les femmes, les jeunes filles, elles ne vont pas vers la tech, elles vont pas vers les métiers technologiques, elles n'y sont pas orientées d'ailleurs. Parce que, voilà, il y a des métiers hommes et des métiers femmes. Ce qui est d'ailleurs conduit à tout ce que je vous ai dit avant. Et ce qu'on porte toutes et tous. Hein. Et donc, c'est d'avoir là aussi des métiers dont on sait qu'ils peuvent ils peuvent disparaître, où il va y avoir un impact de la crise sociale et économique. Et donc, c'est d'avoir un petit peu d'avoir beaucoup cet effort d'anticipation, de formation, de reconversion, mais qui vaut pour la sortie de crise, mais qui vaudra en général et sur lesquels il nous faut casser les stéréotypes de genre. Si on avance sur l'axe suivant, Sabrina, s'il te plaît, j'essaye maintenant. Voilà. On a souhaité au-delà intégrer la question de la gouvernance. Et on a été peut-être un petit peu provoque parce que on applaudissait. Je vais vous le dire comme je l'ai ressenti. Au mois de mars, avril l'année dernière, il y a eu des efforts depuis, hein, mais quand même. Quand vous avez tous les plateaux télé, tous les experts, voilà, on voyait qui à la télé? Des hommes. Au conseil scientifique, il y avait une ou deux femmes, maintenant c'est un peu plus, ça a été augmenté, mais on ne les voyait pas. J'allais dire, regardez, cette une, moi, elle nous a plu, enfin elle nous a plu, non. Elle est significative, elle est emblématique. C'est-à-dire que, alors que notre société, l'humanité, enfin le monde, hein, parce que ça vaut pour le monde, c'est global, eh bien, voilà, il faut penser au monde d'après. Le monde, c'est quoi? Notre société, notre collectif, c'est quoi? C'est plus de 50% de femmes. Et regardez qui on met en une d'un journal pour penser le monde d'après, 4 hommes. Moi, j'ai rien contre ces messieurs. Ils sont sûrement experts. Mais j'allais dire, il y aurait au moins eu un petit effort d'afficher la parité. Alors, non pas pour dire afficher de la parité, mais parce que les femmes doivent être associées à ce que devrait être le monde d'après, aux solutions à trouver, aux idées, enfin aux thématiques à faire passer. Et là, la crise, elle a été révélatrice de ce qu'on connaissait avant, mais là qui a été révélateur. Et dans tous les sujets, hein, sur tous les sujets, eh bien, on s'est rendu compte que, et vous avez les chiffres, 27% des femmes dans le conseil scientifique, moins de 20% dans la une des journaux, voilà, c'est un peu ça. Bon, ça s'améliore un peu, mais quand même, on va pas les chercher, les femmes. Alors, on a auditionné des femmes, hein, journalistes, comme ça, elles nous ont dit, ou même des expertes, hein, des médecins qui nous ont dit, oui, mais nous, on n'a pas pu répondre aux sollicitations, c'est pas qu'on n'est pas sollicité, mais avec tout ce que je vous ai dit avant, y compris l'école à la maison, la garde des enfants, plus un petit sentiment que je ne serais peut-être pas capable de tenir face à un chroniqueur, pas forcément qui laisse beaucoup la parole, eh bien, on s'est effacé. Ben ça, j'allais dire, pour entraîner, il y a un effet d'entraînement à trouver, et c'est celui aussi d'être exigeant sur intégrer les femmes dans ce portage, j'allais dire, des solutions pour demain. Et dans la crise, ce qu'on a souhaité mettre en exergue, hein, c'est inclure l'égalité de genre dans le plan de relance. Alors là, on est avec Olga sur le plan de relance économique. Dans tout le plan de relance économique, l'élément, enfin la notion, c'est-à-dire dégâts conditionnalité, c'est-à-dire de aider, accompagner
mais avec un engagement des entreprises, des employeurs, de ceux qui doivent être aidés dans le cadre de financement de ce plan de relance économique, qu'il y ait des exigences d'égale conditionnalité. Par exemple, des efforts faits en termes d'égalité salariale professionnelle, ou plus de femmes dans la gouvernance de l'entreprise. Tu parlais, Bruno, des femmes et on n'est pas fiers, hein, en mutualité. De plus de femmes dans les organes de dirigeants, eh bien, c'est aussi de mettre cette question, ce principe de l'égale conditionnalité dans le plan de relance économique aujourd'hui. C'est pas écrit, hein, je dois vous le dire, on va le chercher, mais il n'y est pas. C'est aussi les données, les outils d'aide à la décision genrée, et puis de proposer et de rappeler, parce que ça on l'a déjà fait, de rendre la parité obligatoire dans tous les organes de gouvernance et de gestion de crise. Nous, on a été assez choqués. Et je dois vous dire que ça me pose encore personnellement, je vous le dis, hein, des questions quand il s'agit de décider de la fermeture des écoles ou la fermeture des centres aérés ou la fermeture des crèches. C'est décidé. On peut imaginer que c'est normal puisqu'il y a la crise, il faut éviter l'épidémie. Mais est-ce que les femmes ont été associées à cette décision? Alors, je ne veux pas faire de politique aujourd'hui. C'est des fois avancé, ces idées-là. Mais ça va être quoi l'impact pour les femmes? Et on revient, on boucle sur mes premiers propos. Les femmes qui n'ont pas de moyens de garde, sont seules avec leurs enfants, n'ont pas prévu leurs vacances, enfin, ou ne peuvent pas, ou n'ont pas prévu de garder leurs enfants, voilà quelles conséquences il va y avoir. Et bien sûr, il faut décider vite en temps de crise, mais quand même, il nous semble important que les femmes, elles soient partie prenante de ces décisions de gestion dans la gestion de crise. Et voilà, j'aurais encore peut-être d'autres préconisations hein, à développer, mais je vois le temps qui passe et puis je peux être très très bavarde. Et nous avons donc aussi, en conclusion, hein, on a souhaité, je ne sais pas si c'est dans le diaporama, Sabrina, mais voilà, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, hein, on va repartir, c'est pas de repartir à la base, mais on a un vrai sujet qui traverse, enfin, la question ou la problématique qui traverse bien sûr, qui traverse notre société en temps de crise, qui l'a traversé, qu'il traverse encore, qui va le traverser parce qu'il va falloir se relever de cette crise sanitaire, économique et sociale, c'est celle de la déconstruction des stéréotypes de genre. Ça, vous l'avez compris. Et d'avoir un gouvernement, alors je sais, c'est la première cause du quinquennat, grande cause du quinquennat, mais bon, on a quelques échanges avec Madame Moreno là-dessus, mais oui, il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement, hein, et un gouvernement qui a avancé hein, sur certaines dans ce domaine-là, mais il nous semble que ça ne peut pas rester que dans des décisions gouvernementales. Il y a aussi une sensibilisation du public, d'où une demande de campagne nationale de sensibilisation à l'égalité des femmes et des hommes sur les violences et pour les jeunes, contre les jeunes, et la répartition des tâches domestiques et familiales au sein du couple. Je dois vous dire qu'on a régressé. On est aujourd'hui à 72% de ces tâches, elles sont toujours assumées par les femmes et que par les femmes dans les familles. Donc ça, c'est quand même à noter. Et il nous semble important dans ce cadre-là, eh bien, de porter et d'avancer, de ne rien lâcher pour pouvoir faire progresser, bien sûr, ce droit, cette l'égalité femmes-hommes. Alors quand on fait, je vais le dire là, quand on demande à faire progresser un droit, celle de l'égalité femmes-hommes, on n'enlève aucun droit aux hommes, on en rajoute. Et une société, c'est comme pour d'autres droits, hein, on n'enlève rien à ceux qui ont des droits, mais on rajoute. Et le fait d'implémenter ou de compléter des droits, eh bien ça, je dirais, ça tire la société vers le haut, vous l'aurez compris. Et pour une société comme la nôtre, société française, qui se veut aussi d'être exemplaire, il nous semble important, eh bien, que ces questions-là, elles soient partagées, elles soient portées, et qu'on soit un peu plus délétère et que nous, mutualistes, hein, je vais le dire comme ça, je vais terminer, mais avec bien sûr tous les élus, avec à tous les niveaux, on soit vigilants et on ne lâche rien et qu'on continue à se battre pour ce droit, pour d'égalité femmes-hommes qui fera progresser notre société sans rien enlever aux droits des hommes. C'est pas contre, c'est avec, pour
et pour on va le dire, hein, une société inclusive. On ne peut pas parler d'inclusion s'il y a encore du recul sur certains points. Merci à vous. Et je vous laisse méditer ce que dit Simone de Beauvoir disait. Voilà. Et surtout, en conclusion, l'égalité femmes-hommes, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. C'est, je dirais, le minimum d'une société, de notre société. Merci à vous. J'ai vu que ça défilait dans le chat, hein, je n'ai pas regardé. J'ai essayé de ne pas me laisser… Ben écoute, merci Dominique. Je retrouve toute la conviction dont tu as su faire preuve mercredi. Elle est à l'identique ce matin. Et les réactions, finalement, sont aussi le reflet de ta force de conviction. Alors, il y a à la fois, comment dirais-je, dans le chat, comment dirais-je, des témoignages qui confortent finalement ce que tu as pu dérouler pendant la présentation de l'avis. Il y a aussi quelques questions. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être de te les lister au fur et à mesure des axes, d'ailleurs, que tu as développés. Je me permettrai peut-être, comment dirais-je, un petit résumé. Il y avait une intervention du député Éric Alauzet, Éric que je salue, bien évidemment parmi nous. Marie-Thérèse avait déjà eu l'occasion de le faire. Mais Éric Alauzet est intervenu avec la phrase suivante: première de cordée dans les métiers et la société, comme première de cordée à la maison. Donc ça fait tout à fait écho à ce que tu as pu développer à moult reprises pendant ton intervention. Sur le champ des questions, j'en ai déjà une qui apparaît sur l'axe 1. Ça concerne plutôt une méthodologie dans la construction de l'avis, avec les questions suivantes. Combien de personnes ont été consultées au cours de l'enquête qui a servi de terreau à l'avis, la répartition homme-femme, l'âge également, le lieu de résidence. Donc voilà la première question, plutôt une question de méthodo. Ensuite, et tu as parlé pendant ton intervention de genre, de faire une analyse genrée, et il y avait une intervention particulièrement sur l'axe 2 de Mme Filâtre, avec la question suivante: pourquoi une analyse genrée sur le télétravail? Autre intervention qui concernait là plus particulièrement l'axe 3 sur l'impact socio-économique de la crise sanitaire sur les femmes, avec une intervention d'Annie Camiard, donc, que bon nombre d'entre vous connaissez, qui assure aussi la présidence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, au passage. Annick qui mettait en avant l'inégalité des genres criante également dans la sphère professionnelle, où les femmes sont majoritaires dans les emplois précaires et mal rémunérées, notamment dans le domaine du soin. Alors, je pourrais peut-être, là, on aborde quelque part la question du care que tu as, comment dirais-je, souligné au cours de ta présentation. Alors, par rapport à cette question finalement du care que met en avant Annick, je pourrais rebondir en te posant la question suivante: est-ce que cette revalorisation des métiers du care implique une professionnalisation par la qualification des métiers tant de garde d'enfants, de femmes de ménage ou encore d'aide à domicile pour les personnes dépendantes, et ce, conformément d'ailleurs aux prescriptions de l'Union européenne qui souhaite encourager l'attractivité des métiers des services domestiques à domicile? Ou encore, faut-il mettre en place des formations courtes diplômantes ou certifiantes qui s'inscrivent dans une démarche de revalorisation et de sécurisation des métiers et des parcours professionnels jusqu'alors précaires, sinueux ou encore mal rémunérés? Donc voilà, je veux dire, pour l'instant, ce qui a pu, les quelques questions qui ont émergé suite à ta présentation. Et il y a autrement, je tiens à souligner, beaucoup de mise en ligne au fur et à mesure des questions dans le fil de conversation, avec des liens justement qui peuvent éclairer les participants à la réunion d'aujourd'hui. Voilà les quelques questions posées et témoignages, Dominique.
Alors, la première question sur la méthode, c'est-à-dire qui a-t-on interrogé, surtout sur la première partie, hein, si j'ai bien compris, et je regarde ce qui est en train de défiler dans le chat. Alors, pour le CESE, je veux dire, on n'a pas pris le temps, on n'a pas eu le temps. Parce que notre avis a été décidé au mois de novembre, avec la fin de la mandature, c'était au mois donc il fallait avoir terminé cette semaine, hein, vous l'avez compris. Et quand on veut lancer, par exemple, une plateforme citoyenne, parce qu'on aurait pu au CESE, parce que le CESE peut ouvrir ou une plateforme citoyenne, parce que ça c'est dans les missions du CESE et ça le sera encore plus dans le futur CESE. Nous n'avions pas, parce qu'il y a bien sûr besoin d'animer ces plateformes, nous n'avions pas dans notre calendrier, je le dis malheureusement, pu intégrer une plateforme citoyenne, voire organiser des groupes citoyens. Ça c'était, alors il y en a un qui s'est lancé sur la vaccination, on n'a pas pu, je le reconnais, et on s'est appuyé sur des auditions. Par contre, vous avez dans l'avis le nombre d'organisations ou d'organismes qui ont été auditionnés. Et d'ailleurs, merci, je le vois, Guérani a relayé dans le chat l'enquête Epicov. Il y a plusieurs enquêtes qui nous ont été fournies, des données qui nous ont été fournies par premièrement, on a eu des éléments, mais pas beaucoup par les pouvoirs publics. Je dois vous dire qu'on a eu Madame Lasserre, une DGS, qui est complètement en phase avec nous sur le besoin des données genrées. Parce que même au plus haut niveau, quand il faut prendre des décisions, ils n'ont pas ces données genrées. Avec une audition en toute, où on partageait beaucoup, mais elle disait oui, aidez-nous. Pratiquement, là, la collectivité doit vraiment aller sur ces données genrées. Et donc, sur les recours aux soins, on n'a pas audité, on n'a pas de réponse directe de nos concitoyens, mais un faisceau d'indices, un faisceau d'éléments, de données par des associations aussi. Beaucoup d'associations. On a auditionné le planning familial, on a auditionné des associations de jeunes, par exemple, qui ont ouvert des chats sur les violences faites aux jeunes. C'est une association qui a ouvert un chat, parce que maintenant, il y a aussi tous ces changements de culture, j'allais dire. Pas forcément des dépôts de main courante au commissariat, mais dans le cadre de libérer la parole, c'est sur le chat, sur des chats. Et quand les chats, tout comme il y a le 3919, il y a aussi des chats au-delà ciblés, animés par des jeunes pour des jeunes. On a auditionné des fédérations de jeunes, des fédérations de femmes, bien sûr. Le Haut Conseil à l'égalité, on s'est appuyé sur le Haut Conseil de l'égalité qui a sorti son rapport en fin d'année décembre 2020, début de l'année 2021, et on a puisé des données on s'est enrichi aussi on n'a pas refait le travail à zéro. Collecter toutes ces données-là pour pouvoir annoncer et avancer ces chiffres. Et c'est vrai que côté renoncement aux soins, je le dis, je le précise, il a fallu aller vraiment, on a poussé, on a poussé les pouvoirs publics à nous donner des données, mais qui étaient généralement pas genrées. Alors, on a eu des données générales et on a poursuivi par d'autres enquêtes, on s'est enrichi d'autres enquêtes pour avoir pouvoir préciser, par exemple, sur le renoncement aux soins, même si l'assurance maladie obligatoire avait quelques données et on réussit à compiler. Donc voilà sur la méthode, on sait qu'elle est imparfaite, notre méthode, mais néanmoins, je ne sais plus combien d'auditions, je pense qu'on a dû avoir une 30aine d'auditions se recouper pour confirmer ce qu'on a pu, ou nous autoriser à écrire ce qu'on a écrit dans notre avis. Et d'ailleurs, vous avez la liste des auditionnés dans l'avis, en annexe. Pourquoi le télétravail, la donnée genrée? Oui, là, c'est ça. Et si je peux me permettre, puisque le temps, malheureusement, passe effectivement rapidement, je pense que Mme Kildine Bataille avait
je l'ai vu prendre beaucoup de notes, donc il serait aussi intéressant de lui laisser un temps d'expression. Simplement que je te laisserai immédiatement rebondir sur les données, l'approche genrée, en anticipation, et si on a le temps, par rapport à l'intervention d'Annick Amiard sur Je vais le faire, mais très vite. et santé. Donc, j'avais rebondi avec 2 questions concernant, entre autres, la revalorisation. Je tiens à faire part d'une insertion là, du député Éric Alauzet concernant la revalorisation salariale. Revalorisation salariale de 180 € par mois des métiers de la santé, étendue aux métiers du médico-social, qui constituent une reconnaissance des femmes au travail, car ces métiers sont principalement occupés par elles. Revendication ancienne. Donc tout ça, ça fait corps finalement avec le départ de l'intervention d'Annick et puis le fait que j'ai rebondi sur cette question. Voilà. Dominique, je te laisse. Oui, juste pour rebondir sur ce que nous écrit Monsieur Alauzet, merci. 180 €, oui, mais nous, dans la proposition, ça va dans le sens de ce que préconise, de ce que relève Annick. C'est vraiment une notion, pas que la revalorisation, pas que 180 € de plus ou même 500 € de plus, je vais être provoque. C'est aussi travailler à la base, travailler sur oui, pour que ça puisse être des métiers reconnus, des métiers valorisés, des métiers choisis, et pas que par les femmes, parce que c'est ça aussi, y compris par des jeunes hommes, et que ça soit inclus dans l'orientation professionnelle. C'est-à-dire que ça ne soit pas des métiers qu'on choisisse par défaut parce qu'on n'a pas autre chose, et que ce soit des métiers choisis pour lesquels on a été formé, dont on sait qu'ils seront certifiés, des métiers qui nous permettront aussi, si je m'engage dans ces métiers de l'accompagnement, ça c'est très large, Annick, tu as complètement raison, qui permettront de rebondir et de trouver des passerelles. D'où ces notions de reconversion professionnelle qui sont très importantes. Voilà, j'englobe la réponse. Et sur le télétravail, pourquoi une analyse genrée? Aujourd'hui, dans le confinement, par exemple, dans les couples, monsieur avait son bureau, sa pièce, donc voilà, la majorité des hommes avaient une pièce pour télétravailler. Les femmes ont travaillé sur soit la table du salon avec les enfants à côté qui devaient faire leurs devoirs à l'école et les ados pas loin qui venaient aussi faire jouer ou devoir suivre leurs études. Voilà, c'est du coup l'analyse genrée, c'est aussi pour savoir si les conditions sont remplies pour qu'il y ait égalité dans le télétravail, de conditions de télétravail et égalité de prise en charge. Voilà pourquoi il faut que ça soit genré. Et puis parce que le télétravail génère de la porosité avec la vie privée, avec la vie familiale. Et c'est donc important de savoir si, par exemple, une femme en télétravail, y compris une cadre, y compris au plus haut niveau, parce que ça, vous le lirez dans la vie, mais il y a du renoncement à des carrières. Il y en a qui ont abandonné leur emploi. Ou pour celles qui avaient ouvert des entreprises, activités auto-entrepreneuriales, elles ont dû abandonner. Parce qu'il fallait, je disais, c'est pour eux, avec la vie familiale, et parce qu'il faut assurer le reste. Et c'est pas étanche. Voilà, donc voilà pourquoi une analyse genrée. Très bien, merci Dominique. Je vais peut-être laisser, alors, nous en sommes déjà logiquement à l'issue de notre webconférence. On va quand même se permettre de dépasser de quelques minutes et je vais justement me permettre de laisser la parole à Madame Bataille, parce que je suis sûr qu'elle a certainement, à rebondir par rapport aux propos de Dominique. Je vous laisse bien volontiers la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci, un immense merci à Madame la Secrétaire Générale pour... J'en étais absolument convaincue, l'essentialité des propos et des préconisations surtout que vous avez faites, et je les partage complètement. Je ne vais pas revenir sur chacune parce qu'on n'en a pas le temps, mais la question de la revalorisation de ces métiers du care, je suis adjointe aussi à la petite enfance et vous avez parlé des crèches. Évidemment, c'est essentiel de rendre ces métiers attractifs aussi pour les hommes. Parce que on le sait, 91% des femmes
des métiers du soin sont tenus par des femmes, mais il faut absolument revaloriser ces métiers au-delà des primes. Je suis totalement d'accord. Je partage vos avis sur la déconstruction des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, évidemment, mais plus globalement, cette approche intégrée, j'en parlais en introduction, dans les politiques publiques, puisque je suis élue locale, c'est essentiel, et je salue d'ailleurs Laetitia Martinez, que j'ai oublié de saluer tout à l'heure, de la région, qui a redit dans le fil de conversation qu'il fallait absolument un diagnostic genré sur tout. C'est essentiel. En fait, c'est essentiel pour passer d'une égalité formelle à une égalité réelle. Il faut s'engager, construire des politiques publiques et des collectifs qui l'incarnent, mais aussi rendre possible des trajectoires et des modèles. Et cette construction d'une culture collective de l'égalité, ce sera au bénéfice de toutes et de tous. Vous l'avez dit, Madame la secrétaire générale, ça passe par la sensibilisation, la formation des élus aussi, mais de l'ensemble des acteurs de la société et d'une ville, pour justement construire cette approche intégrée que j'appelle du quotidien. Et moi, en tant qu'élue, ce que je voudrais dire ici, c'est que je me pose toujours la question lorsque j'agis, lorsque j'élabore ma feuille de route. Ça fait que 8 mois que je suis élue, mais bien sûr que je travaille et j'interroge, je m'interroge aussi. C'est me demander une politique publique, un projet, c'est qu'est-ce que j'encourage, qu'est-ce que je rends possible quand je construis tout cela. Et sans un diagnostic et un regard, le prisme de la donnée genrée, ça n'est pas possible. Et donc, parce que cette question de l'égalité, elle se niche dans chaque outil, dans chaque journée, elle se niche partout. Et donc, l'opportunité pour les hommes et pour les femmes de porter, de défendre et puis de déconstruire les stéréotypes, ça se niche là. Voilà ce que je voulais simplement dire, au-delà de tout ce que vous avez présenté. Bien évidemment, je pourrais rester encore une heure c'est trop court. Mais en tout cas, un immense merci à Monsieur le Président et à Marie, parce que c'est essentiel d'avoir ces espaces de débat. Ça ne doit pas rester… voilà, c'est essentiel. Il faut continuer à avoir ces débats. Il faut continuer à rendre visibles, lisibles les travaux qui sont les vôtres. Et puis, aller au plus près des citoyens pour parler d'égalité. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Nous arrivons donc au terme de cette réunion. Je vais simplement citer un élément supplémentaire qu'a mis en ligne Monique Auger sur le chat, rajoutant l'aspect précarité, je pense que c'est important que je vous le resitue. La précarité rajoute aux difficultés d'accès aux droits, avec la priorité absolue pour les femmes de subvenir aux besoins de leur famille et aussi de continuer de subir dans tous les domaines sans porte de sortie. Il nous faut collectivement mettre des moyens d'accompagnement. Effectivement, on a entendu à plusieurs reprises le faire ensemble. Et je pense que là aussi, c'est très important. Donc voilà, il y a eu beaucoup, en tout cas, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de questions, ce dont je peux me féliciter. Mais à n'en pas douter, je veux dire, un avis de ce genre ne peut qu'encourager les réactions. Alors non seulement réactions, et comme tu le disais Dominique, on a beaucoup et chacun en priorité à balayer devant sa porte. Je pense que on a pu en discuter ensemble il y a très peu de temps de cette notion d'égalité femmes-hommes, notamment au niveau des instances de gouvernance. Donc je pense que c'est une piqûre de rappel qui est fort utile à toutes les instances, y compris de la mutualité. Et je veux dire, je vais te laisser simplement, Dominique, prononcer le mot de la fin, un petit peu frustré, mais je pense qu'on est tous finalement que le temps soit passé si vite. Mais je pense que les impératifs des uns et des autres nous obligent à refermer cette réunion en temps et en heure. Donc Dominique, je te laisse bien évidemment le soin de clôturer cette réunion avec encore tous mes remerciements pour ta participation. Non, c'est moi qui vous dis merci parce que c'est, voilà, je vais vous le dire, pour une militante, voilà, je veux dire, pour une militante pour la militante que je suis, je m'enrichis et je prends plein d'énergie dans toutes les réunions auxquelles on peut partager. Surtout, c'est très, très enrichissant parce que, Madame Bataille, ce que vous dites,
on est convaincu ou on s'auto-convainc du bien fondé de nos démarches. Et on sait aussi que c'est transversal, c'est participatif. Et quand je vois le chat avec, merci messieurs, d'écrire ce que vous avez, messieurs les députés, d'écrire ce que vous avez écrit. Et puis moi je dis merci, mais je dis aussi on ne lâche rien et surtout ne nous arrêtons pas. Moi, je vais y œuvrer et merci de me donner ce tremplin-là à un rapport écrit avec 18 préconisations. C'est comme pour tout. On parlait de l'Observatoire des inégalités. Oui, on a pioché dans l'Observatoire des inégalités des informations, mais c'est comment on le fait vivre, comment on l'insuffle, comment on rend, je dirais, cette question-là poreuse. Voilà, on fait en sorte que partout, on en parle et qu'on mette ça, moi je dis chausser les lunettes du genre, c'est-à-dire que toute action, la regarder ou l'analyser, c'est ce que vous avez dit, Madame Bataille, dans tous les domaines avec, et ça a quel impact, pourquoi, sur qui. Voilà, c'est d'essayer d'avoir cette pensée un petit peu tout le temps. Voilà, c'est au quotidien. Et puis, merci. Alors, je vais dire au revoir parce qu'on peut continuer à échanger, bien entendu. Et Marie-Thérèse, je vais finir avec ce que tu as dit au tout début. Je ne me défilerai pas, je ne pense pas m'être défilée sur un sujet comme ceux de Mutel. Mais par contre, si tu le veux bien, d'ici 1 heure, on fixe une date pour un petit déjeuner Mutel. Voilà. Et je te laisse la main pour me rappeler qu'on fixe ce petit déjeuner. Alors, ça dépend si tu le veux en présentiel ou en visio. Là, malheureusement, on est un petit peu contraint, mais la visio, c'est bien. Hein. Voilà, ça nous permet d'avoir un tour de table. Merci à vous, en tous les cas, de l'initiative. Et merci de m'avoir invité et de m'avoir donné cette occasion. Bien, merci beaucoup. Merci aux intervenants, bien évidemment, et merci aux participants qui étaient fort nombreux avec tout l'intérêt qu'ils ont pu porter. Donc, bien, à bientôt de pouvoir se retrouver dans ce type de webconférence. Je pense qu'elle rencontre toujours un grand succès, mais je veux dire, les sujets qui sont mis à l'ordre du jour, je veux dire, méritent effectivement toute notre attention. Donc, merci à toutes et à tous et passez une très belle et très bonne journée. Merci. Merci, à très vite.